nous allons maintenant passer la parole à Monsieur le ministre d'État, Monsieur Herman Decroux, qui nous fait l'honneur d'être venu aujourd'hui nous entretenir de relations entre le Congo et la Belgique depuis 1960 et surtout de l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme on pourrait dire chez nous, il y a beaucoup de potes-potes. Monsieur le ministre, vous venez de fêter vos 80 ans, ce qui explique, en partie seulement, les nombreux postes que vous avez occupés. Vous avez été bourgmestre de Brakel, tout comme votre père et votre grand-père. Votre fils Alexander vous a succédé en 2012. Bon sang ne saurait mentir. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, ministre des PTT et des pensions, ministre des Transports et du Commerce extérieur. Vous avez été président de la Chambre des représentants, président du VLD, député fédéral, sénateur. Vous êtes également président du CREAC, Centre d'expertise pour l'Afrique centrale. Votre conférence de ce jour, qui concerne les relations entre la Belgique et le Congo depuis 1960, ont connu beaucoup de hauts et de bas. Vous avez rencontré de nombreux ténors de la politique congolaise, Etienne Tshisekedi, Moïse Katumbi, Kembo Watondo, le président Kabila et bien d'autres. Président Kabila qui a prononcé devant le Congrès le 11 février les paroles qui vous ont été montrées sur l'écran et qui fait honneur aux Belges qui ont travaillé au Congo. Il est temps maintenant de vous passer la parole pour nous parler des relations actuelles avec le Congo. Président, mesdames, messieurs, grand merci pour m'accueillir chez vous. Je veux dire que, voyant le film qui n'est que le résumé d'efforts extraordinaires de témoignages, je tiens à vous remercier et à vous féliciter. En effet, c'est un bon moment finalement, que vous avez réussi à rassembler autant de témoignages sur un passé qui sinon ne serait qu'un passé. Et je suis certain que dans ce musée, dans cette maison, qui est la plus belle et la plus grande que l'Afrique centrale aurait pu se permettre en dehors de ses frontières, cette manière de garder le souvenir par la vivacité de celles et de ceux qui l'ont vécu, de l'enregistrer, de l'immortaliser finalement, est une extraordinaire œuvre pour laquelle je tiens à vous féliciter. Vous savez, en vous écoutant, je me suis dit, j'aurais affaire à des dames et des messieurs qui ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire une œuvre de bienfaisance, d'humanité, dans un des pays les plus importants du monde, et qui remercient, si je puis dire, le destin qu'ils furent et qu'elles furent là au bon moment. Malheureusement, les choses changent, et l'histoire nous rattrape par le hasard et la nécessité. Et je voudrais vous parler pas tellement de relations de 1960 à 2017, sachant que comme toute famille belge, j'ai eu des membres de ma famille au Congo. L'oncle, le frère de ma mère, était au comité spécial du Katanga durant de très nombreuses années. Il était parmi ceux qui ont aidé à faire l'inventaire du Katanga, dans lequel il passa près d'une quarantaine d'années. Peut-être par le charme des histoires qu'il racontait à ma petite sœur, qui a 5 ans de plus que moi et à moi-même, alors qu'il venait visiter sa sœur cadette de 18 ans, après son retour du Congo, il a marqué notre esprit, à tel point que ma sœur a vécu une trentaine d'années au Congo. Son frère, son mari, il faisait les brasseries de Kamina, Kolwezi, Lumumbashi. Je me souviens de l'extraordinaire tempo que je buvais à chaque occasion que je passais par ces installations. Donc il y a quelque chose de congolais dans toutes et tous d'entre nous. Et peut-être que, et ça mon ami Gressers vous le confirmera, il n'y a pas un seul pays, peut-être pas une seule région complexe en personne
en lieu, en climat, diversité, qui a été aussi décrite que le territoire de l'ex-Congo belge. Nos représentants sur place, parfois un peu isolés, dans un système bien organisé, écrivaient beaucoup, et sur l'ethnie, et sur la langue, et sur le climat, et sur la biologie, et sur la botanique, et sur le règne animal. C'est extraordinaire ce qu'il y a comme puissance de documentation sur cet immense pays. Et nous pouvons en être fiers. Mais aujourd'hui, je voudrais ne pas vous choquer, mais vous parler de tout à fait autre chose. En relation directe avec l'Afrique et en relation directe avec le Congo. J'y étais l'année dernière, j'y étais l'année d'avant, j'y serai du 4 novembre à la mi-novembre, cette fois-ci, rentrant à temps pour être ici en Belgique à la fête de la monarchie, fête que nous avions contre le président de la Chambre, un peu laïcisée, en la faisant passer du matin de la cathédrale à l'après-midi du Parlement. Mais je voudrais vous parler de tout à fait autre chose et faire appel à votre réflexion, votre conscience et vos réactions. Je suis très préoccupé de plusieurs phénomènes que je vois se développer. Et je vous dirais qu'à mon avis, malgré tous les efforts que nous avons faits, l'extraordinaire bilan dont nous pouvons être fiers, le gouverneur Katobu le disait, j'ai refait 4000 km de route au Katanga, mais il y en avait 12 000 quand les Belges ont changé de direction dans ma province. Donc, être fier, 50 ans plus tard, de faire un tiers de ce qui fut fait, indique dans un raccourci un peu dramatique l'importance des situations. Mais malheureusement, ce que je constate dans la vie que je mène, et vous savez que j'ai renoncé depuis très longtemps à toutes vacances et à tout week-end, ce qui me donne quand même 134 jours de travail de plus par an, qui permet de faire ce que j'ai envie de faire, il y a un rejet dans les pays asiatiques, surtout dans les pays africains, de la greffe occidentale. C'est comme si on avait implanté une civilisation, une manière de voir, de vivre, de sentir, de travailler, de gouverner, d'être honnête, et que ce système-là, lentement, sûrement, est rejeté. Comme un organe qu'on implante dans un corps étranger, qui sauve ce corps et le fait fonctionner, on constate simplement, par toutes sortes de manifestations, voulu, parfois soudoyer, le rejet, lent, mais certain, de cette greffe. Et nous devons en tenir compte. Peut-être, c'est vrai, nous fûmes trop rapides pour accorder l'indépendance. Peut-être, c'est vrai, j'étais à ce moment-là leader étudiant à l'ULB, sortant du premier classe de jésuites, ce qui prouve que 2 des formations valent mieux qu'une. Mais en tous les cas, c'était l'époque où la grève contre la loi unique, l'apparition de phénomènes assez étonnants, comme l'orientation de pression et de l'opinion de médiatisation belge vers la France. La France qui souffrait des attentats, entre guillemets, terroristes algériens, ou contraire. Il y avait une sorte de crainte qui s'est créée en Belgique après l'extraordinaire moment de plénitude de l'exposition de 58. Il y avait une sorte de rechute. Et l'opinion belge, orientée spécialement vers ce qui se passait en France, avec la décolonisation acquise et rapide de 72 pays neutres, avec une pression soudoyée communiste universelle, nous avons paniqué trop tôt et trop vite. Et je me souviens, dans mes rencontres de l'université, mon frère Boboko, j'ose l'appeler ainsi, car je l'ai connu depuis qu'il est rentré en Belgique comme étudiant à l'ULB, jusqu'au moment où j'ai pu faire son oraison funèbre à la cathédrale de Bruxelles, il y a quelques mois, me disait avec beaucoup d'humour, tu sais, je reviendrai dans quelques semaines comme ministre du Congo. Et moi, un peu cabotin, comme on peut l'être à cet âge, je disais, et moi, tu sais, je reviendrai comme pape de Rome. À ce point-là, je ne le prenais pas au sérieux. La réalité, c'est que Boboko est revenu comme ministre, qui nous a rendu d'ailleurs des très grands services dans un très grand courage au moment cruciaux d'après l'indépendance. Et Lazare fait tellement les choses.
quand j'étais jeune député, Achille Vanacle, qui est un des rares qui, comme moi, l'an prochain, a eu 50 ans de vie parlementaire interrompue. Je suis le seul sur 3400, mesdames, messieurs, ce qui prouve que c'est un métier dangereux. Mais en tous les cas, M. Vanacle me disait, tu seras ministre. Croce, tu seras ministre. J'avais une petite trentaine quand je rentrais au Parlement. Et quand tu seras ministre, tu dois devenir ministre des Transports et des Communications. Parce qu'alors tu as tout en main. Drôle de hasard, je le fus. Et où ai-je passé 8 ans de ce ministère? À l'Hôtel des Colonies. Là où l'indépendance, la vraie négociation, avait eu lieu, rue de la Loi. Et je me souviens toujours, Justin Bomboco pénétrant mon bureau dans les années 80, me disant, écoute, je peux aller à l'étage. Justin, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, disparaît. Je dis, qu'est-ce qui t'est fait? Et je vais quand même, quelques minutes plus tard, voir où est disparu Justin Bomboco, à l'étage de la très grande salle des glaces, peut-être certains d'entre vous le rappelleront. Il me dit, je l'ai trouvé. Je dis, qu'est-ce que tu as trouvé? Des réelles colonnes. C'est des colonnes avec des dorures, des glaces, etc. C'était l'hôtel des colonies. Les colonies avaient un rang un peu particulier. Il y avait un téléphone doré. Il disait, c'est le téléphone avec lequel Lumumba a téléphoné à sa femme, disant, chérie, nous l'avons, l'indépendance. Il y a des choses qui vous collent à la mémoire, qui vous collent, si je puis dire, spécialement chez vous, à une série de faits qu'on a vécu, qu'on a ressenti, qu'on essaye d'interpréter. Mais la grande chose qui me frappe, d'autant plus que je vais quand même quelques fois en Afrique, et peut-être une trentaine de fois ou 35 fois dans ma vie, au Congo, dans toutes ses formes, je n'ai pas connu le Congo ex-belge. J'étais un peu frustré parce que j'avais gagné la bourse des transporteurs au Congo belge. C'était la Sabena, le Natra, etc. Je n'ai pas pu y aller. J'étais parti là des bourses d'étudiants de l'ULB qui avait reçu cette bourse de transporteur durant 4 ans en Belgique. Pour y aller, j'étais frustré de n'avoir pas pu aller, vu l'insécurité qui, après la dépendance, régnait à travers le pays. Et à partir de 1965, où j'ai mis souvent mes déplacements au Congo, j'ai presque connu tout ce que le Congo avait de meilleur et de pire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous commencer par une anecdote qui m'a beaucoup frappé. L'ancien président du Nigeria, que je connaissais bien, me dit à un congrès que nous avions quelque part, d'anciens, de pseudo-anciens, il disait, Herman, if we wish, we can kill Europe in 3 years. Je sais, Jonathan, you're never going to do that. No, he said, never going to do that. You know that. What would you do? We send you 3 million blacks a year. And after 3 years, the regimes are changed. You will be from the right to the extreme left, and from the extreme left to the extreme right. The European Union is gone, and Europe is dying. C'est extraordinaire. J'étais assez attiré en disant, qu'est-ce que tu me racontes? Puis je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir. Nous sommes en Europe, sans les Anglais, 450 millions d'habitants, sur une population mondiale qui va atteindre bientôt les 8 milliards. En Afrique, quand Dutronc chantait, c'était 300 ou 400 millions de Noirs et moi. Il parlait aussi des 600 millions de Chinois, de 280, je crois, millions d'Indonésiens et moi. En Afrique, il y aura bientôt, chers amis, mesdames, messieurs, 2 milliards d'Africains. 2 milliards d'Africains, dont 80%, malgré les efforts, malgré les correspondances, malgré l'impact que nous avons ou nous n'avons pas assez, doivent vivre avec 2 € par jour par chef de famille. 80%, d'à peu près 1,5 milliard pour l'instant, 2 milliards bientôt, qui vivent dans la misère, qui voient la prospérité dans les petits écrans qui sont les leurs et que les Chinois le fabriquent à très bon prix, créent un déséquilibre structurel, fondamental, inévitable. Et qu'on puisse maintenant faire, quelle que soit la législation européenne, quels que soient les baguilles de bloc ou les autres, qu'on sorte les baïonnettes, les mitraillettes, les directives ou les pactes diaboliques avec un tyran turc,
quelle que soit notre attitude, nous ne pourrons pas arrêter une vague d'invasion lente ou compliquée, brutale ou inévitable d'une majorité de populations africaines. Qu'est-ce qui nous retient ou qu'est-ce qui les retient? La difficulté physique de passer à pied du centre de l'Afrique, remonter dans l'enfer du désert, être exploité par les marchands, non pas d'esclaves, mais d'hommes et de femmes, de réfugiés, périr en pourcentage important dans la Méditerranée, s'entasser alors quelque part en Italie, en Grèce, ou être bloqué en Turquie, tout cela sont des épiphénomènes. Ce qui peut les arrêter, la seule chose qui peut les arrêter, c'est l'envie de parvenir. Et l'envie de parvenir, c'est dans notre responsabilité, à vous et à moi. Vous savez, vous êtes tous assurés pour votre voiture, certainement. Vous êtes tous assurés pour votre maison. Vous avez pris des assurances complémentaires pour votre santé, des assurances correctes pour votre retraite. Vous avez pris toutes ces sécurités. Avez-vous pensé un instant à ce que l'un d'entre vous, d'entre nous, ait jamais payé une prime d'assurance civilisation? Notre liberté, notre égalité entre hommes et femmes, notre manière de pouvoir, même menacé de temps en temps par quelques terroristes, faire ce que nous voulons dans un cadre légal de prospérité, avec un emploi majeur tel que le nôtre, jamais autant de Belges montés au travail qu'aujourd'hui, avec un bien-être matériel qui est extraordinaire, en santé, en soins, en âge, en liberté, je pourrais accumuler, et je serais encore la moitié, tous les avantages civilisationnels que nous avons. Avez-vous jamais pensé à payer une prime de civilisation? Celle qui peut garantir ce type de civilisation. Il faut me dire non, enfin bon, nous avons la coopération de développement, nous avons quelque chose, et puis finalement, vous savez, ils s'en prendront jamais pour passer ici. Je vais vous dire deux éléments. Il est évident que le Congo, que vous connaissez mieux que quiconque, avec ses divisions, ses tribus, ses langues, sa disparité, sa diversité, ne paraît pas être l'endroit où, d'une manière spontanée, globale, un flux de Congolais ou d'Africains viennent se diriger de manière inévitable vers la terre promise européenne. Mais l'urbanisation folle, la détribalisation prolétarienne que l'on constate dans les mégapoles d'Afrique est en train, en une ou deux générations, de changer fondamentalement ce type de différence, cette sorte d'être l'étranger à 30 km ou à 50 km de là où on est né. Léopoldville avait, à l'indépendance, 400 000 habitants. Je ne sais pas combien Kinshasa a aujourd'hui, 10 millions, 12 millions. Elisabethville était une ville de villégiature active, peuplée de peut-être 200 000 habitants. Il y en a peut-être 5 millions aujourd'hui. Je veux seulement vous dire que la déracinisation à l'intérieur d'un Congo, la prolétarisation de gens qui n'ont pas fait des études ou pas des études, mais qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de santé, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'occupation majeure, est un élément d'une phase dangereuse qui fait que l'utilisation des contraires, comme nous fîmes de temps en temps lorsque nous étions au pouvoir dans la colonie d'antan, est en train de s'estomper. Et des déplacements majeurs, inévitables à mes yeux, peuvent se faire à partir des mégapoles, des concentrations extraordinaires de populations déracinées depuis une, voire deux générations, à leur stabilité tribale, linguistique ou ethnique. En plus de cela, la coopération que nous faisons, elle est courageuse, je la connais un petit peu, et elle est hyper contrôlée parce que nous ne voulons pas qu'un franc ou un euro de nos impôts ne soit pas contrôlé par tous nos cours des comptes imaginables et impossibles lorsqu'il est employé là-bas, arrive peut-être sur le sol où il devait arriver à 30%.
ou à 40%. Elle est volée, elle est évaporée, soyons polis, par une série de circuits qui est encore pire que ce qu'on a jamais connu dans les régimes les plus catastrophiques, spécialement en Afrique d'aujourd'hui. À ce moment-là, nous sommes à une image de bien-être, de prospérité, de longévité, de soins. C'est toujours encore la même légende, le même médicament, Kinshasa, c'est un ticket d'avion pour Bruxelles. Nous sommes là, quelque chose qui exagérément crée une image d'attrait, de désir, d'envie. Et nous ne faisons rien, ou pas assez, pour stabiliser ces populations en montée démographique extraordinaire. Une femme congolaise a 7,3 enfants. Des religions majeures que je respecte freinent des 4 fers toute limitation de naissance organisée, avec la complicité ou l'accord des régimes eux-mêmes. La démographie est en train de bouffer, dans le mot cru du terme, le peu de développement, de prospérité que pourrait avoir un pays comme le Congo ou d'autres pays moins fortunés en matière de richesse que lui-même. Nous sommes passés de 15 millions d'habitants à 80-85 millions d'habitants, malgré une guerre meurtrière il y a quelques années où, paraît-il, par armes et par maladie, 4 millions de Congolais ont péri il y a moins de 20 ans. Comment voulez-vous stabiliser une population si vous n'y contribuez pas? Vous aurez, vous, à payer, comme moi, votre prime d'assurance. Si vous n'avez pas envie de la payer par générosité, si vous n'avez pas envie de la payer par humanité, vous allez la payer par frousse. Et vous êtes persuadés, vous toutes qui êtes ici, que pas vous, pas vos enfants, mais vos petits-enfants sont susceptibles dans le scénario dur que je viens de vous développer. Or, pour garder ces populations-là, il faut limiter leur nombre de naissances. On ne le limitera pas par des campagnes nombreuses et intelligentes, sabotées, comme je viens de vous le dire. Ce sera par une augmentation de la prospérité que le taux de natalité se stabilisera peut-être un jour. Et en même temps, vous savez fort bien que 2 ou 3 autres conséquences menacent notre type de civilisation. Quand vous voyez les cartes de prospective des 2 grandes forêts équatoriales, au Brésil et au Congo, vous voyez cette superficie se rétrécir. Vous êtes trop spécialisés, mais ceux ou celles qui peuvent montrer un arbre d'allure dans les 100 kilomètres des environs de Kinshasa, il faut me l'indiquer, j'irai voir la semaine prochaine ou la semaine d'après. La contraction de la forêt équatoriale, spécialement en Afrique centrale et au Brésil, l'autodestruction par Makala interposée dans sa propre forêt, 15 kilos de bois pour 1 kilo de Makala, le trafic extraordinaire, la fraude du trafic de Makala à l'est du Congo, 6 millions de Congolais qui sont employés dans ce service d'alimentation, de chauffe, de repas, si repas il y a, fait qu'à la fois la forêt s'est détruite, la forêt est en train de se réduire, avec comme conséquence des climatologies extraordinaires pour nos pays ici, dans nos latitudes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, de la Méditerranée jusqu'au nord de l'Europe. Tout cela, vous ne savez pas l'expliquer aux gens. Il y a 50 ans que je suis élu, je sais ce qu'est un électeur, je sais ce que je peux lui dire, je sais ce que je lui dois lui dire, et je le remercie fort souvent de sa confiance qu'il m'exprime dans les urnes. Mais nous n'osons pas le dire. Nous n'osons pas dire clairement que si j'ai fait un calcul rapide, croyez-moi, et je peux vous le développer, si nous ne payons pas un mois, au moins, de notre revenu annuel à une stabilisation sur place, sans corruption, et ce sera un problème immense, de maintien des populations en voie d'expansion démographique au centre de l'Afrique ou dans d'autres parties de ce grand continent, ils et elles
seront ici lorsque vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants seront majeurs. Bien sûr, il y a quelque chose qu'on essaie peu de développer et qui ne montrait pas grand-chose. Ceux qui connaissent les chiffres de la coopération internationale, je me suis occupé durant 2 ans de travailler pour l'OCDE, pour le DAT, qui était la fameuse commission de pensée out of the box en coopération au développement. J'ai abandonné ça après 2 ans parce que je ne trouvais aucun écho qui me paraissait sympathique ou capable de prévoir l'avenir. C'est les Africains qui travaillent chez nous. 3 fois plus que tous les budgets de coopération du monde. Et le montant de l'argent remis, la rémittance ou la remittance, par ceux et celles qui travaillent ici, à leur famille chez eux. Un Congolais qui a un métier en Belgique entretient 30 à 50 Congolais chez lui. Et sur ce transfert, c'est le seul d'ailleurs, des transferts de l'Occident au centre africain, il n'y a pas de corruption. Parce qu'un ouvrier, un cadre qui travaille ici, qui donne un quart, un tiers, parfois plus, de ce qu'il ou elle gagne à sa famille pour la nourrir, pour la sauver là-bas, n'accepterait pas qu'à part le pourcentage de Western Union, il y ait un vol quelconque sur son transfert de ce qu'il a gagné ici vers les régions et vers les personnes qu'il veut soutenir là-bas. Au stade non plus, nous n'y pensons pas suffisamment. Au stade non plus, nous ne soutenons pas avec la nécessité pratique de réaliser, d'attirer chez nous des personnes, peut-être par importation et par immigration sélective et qualitative. Je ne vais pas discuter cela maintenant. J'ai mes idées là-dessus, croyez-moi, pour avoir ici non seulement des gens dont nous avons besoin, parce que notre économie ne survivra pas sans l'importation de forces intellectuelles, ouvrières, spécialisées d'ailleurs. Vous ne faites pas d'illusions là-dessus. Bientôt, nous serons à peu près 3 actifs, 3 passifs pour 7 actifs, et après on viendra à 4 pour 6. À ce moment-là, on arrêtera l'état dans la lumière. Là aussi, nous devons penser à combiner à la fois l'attrait des gens convenables, formés à travailler ici, avec l'espoir que dans 1 ou 2 générations, ils soient encore familialement suffisamment attachés pour retourner dans la région africaine une partie du gain qu'ils ont fait ici, une partie de notre PNB méritée par ces gens-là se transférera et devra se transférer pour la stabilité des grandes populations en expansion démographique dans cette partie du monde. Ce n'est pas un beau ou un grand message, car en plus de cela, nous voyons que les rapaces d'État se concentrent et circulent autour de l'Afrique. Le général de Gaulle disait « les États sont des monstres froids ». Moi, je crois que beaucoup d'États sont des monstres piqueurs, voleurs. Quand la Chine aujourd'hui, pour sauver son régime d'1,3 milliard d'habitants, avec bientôt, dû à la politique d'un enfant par famille, 500 000 retraités. 500 millions, pardon, de retraités. Lorsque un régime autoritaire n'a qu'un souci, et le Chinois appartient à cette école-là, c'est de nourrir sa population, de la laisser gagner de l'argent et d'éviter toute famine potentielle. Donc des grandes latifundas, au point de vue minier, au point de vue réserve potentielle, au point de vue quelques dizaines de milliers ou quelques millions des 12 millions d'hectares que le Congo peut fournir en agriculture nouvelle en quelques mois ou en quelques années, tout cela est déjà empiré, est déjà conservé, déjà prévenu et pré-privé par des puissances chinoises et d'autres. Là, pas de réaction politique majeure chez nous, pas de réaction politique majeure commune au niveau européen. Le trading, le barter, le donnant-donnant, les hôpitaux qu'on construit, qu'on n'entretient pas, les routes qu'on construit, qu'on n'entretient pas, pour des concessions minières agricoles majeures contre lesquelles on ne peut pas réagir. Qui va se dire, je vais demander des comptes à Pékin lorsqu'on se trouve à Kinshasa, lorsqu'on est soudoyé partiellement par les pouvoirs directs ou indirects
de la grande nation chinoise, là non plus, nous n'y pensons pas. Là non plus, nous ne sommes pas prospectifs. Alors je vous dis, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, en résumé, si nous ne trouvons pas des méthodes nouvelles, d'alimenter par crainte, par générosité, par souvenir, par tout ce que vous voulez, les populations démographie excessive dans une partie importante de l'Afrique, nous en payerez les conséquences. Vous ne serez pas capable d'absorber, quelles que soient vos lois, même vos baïonnettes. Vous pouvez tuer 10 000 personnes, vous n'aurez même pas de membres pour les enterrer. Je suis brutal et cru, mais nous ne pourrions pas réagir. Si ce n'est que maintenant, dès maintenant, essayer de stabiliser, de trouver en dehors de la corruption, en dehors des circuits, parfois d'un étatisme effroyable, comme celui que je viens de vous décrire en Chine et le centre de l'Afrique, si nous faisons un effort de payer notre prime de civilisation, notre prime de survie de civilisation. Peut-être que, Président, vous ne m'entendiez pas avec cette vigueur-là, mais j'ai l'impression, quand j'ai eu l'occasion de parler à des hommes et des femmes d'expérience, à des hommes et des femmes intelligents et qui savent ce qu'est le passé, ils peuvent savoir ce que peut devenir l'avenir, je trouvais que c'était mon devoir de vous dire cela. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, madame. Vous parliez de rémittance comme une manière assez pratique et réelle de pouvoir aider les populations au Congo, mais quand vous parlez de taxes de civilisation, comment envisageriez-vous ça de manière plus réaliste? Les rémittances, c'est quelque chose qu'on comprend, mais l'idée d'une taxe de civilisation, c'est abstrait. La rémittance est facile, hein, puisque c'est quelqu'un d'autre qui, chez vous, vient gagner de l'argent en apportant sa pierre à votre prospérité, même à votre retraite, et qui généreusement la partage avec les siens. Ça, c'est le système le plus facile. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre et ne pas essayer de freiner ce type de mouvement. Faites-le de manière sélective, de manière potentiellement facilitée. Je sais que ceux et celles qui viennent ici, qui sont d'obédience chrétienne dans leur formation, sont plus facilement assimilables que ceux qui sont d'obédience d'autres religions. Je veux bien tout cela, mais poussez cela. Faites comprendre que nous avons intérêt, nous, égoïstiquement, pour notre développement, à avoir des cadres ou d'autres forces de travail, de collaboration ailleurs que les nôtres. Sachant qu'en venant d'Afrique, peut-être, pour une génération, ils sont capables de faire cette transmission un peu notre PNB vers leur région et leur population en les stabilisant là-bas. En même temps, il faut développer ce type de civilisation. En même temps, il faut développer ce type de formation. En même temps, il faut donner un minimum de santé collective potentielle, comme nous le fîmes au Congo de notre temps, de l'éducation, des transports, tout cet immense système qui aujourd'hui est pourri, est véreux, est exploité. Et vous savez, laissez-moi vous raconter l'anecdote, elle va peut-être vous gêner, mais je me souviens de cette anecdote, à une terrasse de sa maison à Montgaliema. À notre départ, Charles Poswick, ministre de la Défense nationale, et moi-même, pour la Belgique, notre retour après une mission que nous avions fait séparément, nous fûmes invités à petit déjeuner par le président, le maréchal Mobutu. Nous étions à trois. Sur la terrasse, ce n'était pas une maison immense, un peu dans la caserne, puisque la protection était surtout militaire, comme elle est aujourd'hui encore. Et à un moment donné, Charles, que j'aime beaucoup, m'avait dit, écoutez Herman, est-ce que j'oserais poser la question sur la corruption au Zaïre? Charles, pose la question comme tu veux, il n'y a aucun problème. Finalement, après beaucoup d'hésitation, je le voyais, à nous trois, Charles Poswick, gentiment, avec l'exquise politesse qui était la sienne, pose la question, dit, Monsieur le maréchal, et
est-ce qu'il y a de la corruption au Zaïre? Et je voudrais que mon ami Charles était libéré. À ce moment-là, Mobutu, extraordinaire, homme rusé, théâtral, tout ce que vous voulez, avec une voix grave qui était la sienne, dit ceci: bien sûr, monsieur le ministre, il y a de la corruption au Zaïre. Et maintenant vous serez choqués. Mais de qui croyez-vous, monsieur le ministre, qu'ils l'ont appris? Je dis ça crûment, brutalement, parce qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Je ne dis pas qu'il est belge. Il peut être français, il peut être italien. Quand je dis ces choses-là, je sais de quoi je parle. Il peut être allemand, il peut être américain, il peut être japonais, il peut être chinois, il peut être etc. Allez-y, il peut être arabe. Peu importe. Mais là aussi, nous avons une responsabilité. Là aussi, nous, pas individuellement, pas votre association, parce que je suis persuadé que ce que j'ai dit est choquant pour vous, mais là aussi, l'Occident a une responsabilité. Et si vous n'arrivez pas, madame, à convaincre électoralement, parce que vous êtes élu, hein, nous ne sommes pas une dictature, nous n'imposons pas nos idées, il faut que les citoyens le suivent. Si nous n'arrivons pas à convaincre nos citoyennes et nos citoyens que la partie que nous devons investir de manière efficace, sans corruption, de manière à ce que les populations en profitent au maximum, c'est notre argent, nous tous, il faut convaincre électoralement, politiquement, par votre action, par votre intervention dans les cercles où vous êtes présents. Je ne peux quand même pas dire à une citoyenneté belge ou européenne, si vous ne faites rien, vos petits-enfants, je m'excuse des deuxième fois que j'emploie ce mot, seront bouffés par d'autres systèmes. Je ne peux quand même pas le dire, le penser et ne pas proposer le remède, ne pas proposer à ces gens-là, si ce n'est pas, je me répète, par envie, par générosité, que ce soit par force et par maintien d'un destin qui nous avons mis beaucoup de temps à l'acquérir. C'est de la conviction. Et s'il y a la conviction, il y aura des solutions. Et s'il y a de la conviction, il y aura des moyens. S'il y a de la conviction, il y aura des moyens et donc des solutions. Si nous n'avons pas la conviction, il n'y aura ni des moyens, ni des solutions. Y a-t-il une autre intervention, monsieur? Monsieur le ministre, vous parlez de primes de civilisation, mais est-ce que notre civilisation elle-même ne doit pas évoluer dans un autre sens pour rencontrer Votre question est une réponse, déjà. Quand ici, vous savez, j'aime beaucoup les exemples un peu crus, parce que cela vous colle à la chaussure. Quand vous allez sur l'autoroute et vous faites un arrêt sanitaire, vous mettez dans la porte qui s'ouvre pour vous faire de l'accès aux toilettes ce que gagne une famille congolaise par jour. Quand vous payez 32 minutes de parking de la ville de Caen, vous avez dépensé ce qu'une famille congolaise doit dépenser ou s'est dépensé par jour. En ne pas manger pour les femmes un jour, et pour les hommes oui, à ne pas manger le lendemain pour les hommes non, et pour les femmes oui, à un moment donné, ce sera manipulé, utilisé, exploité, agrandi, peu importe, mais vous ne l'arrêterez pas. Les barrages qui montent, quelle que soit la solidité des parois, finissent par s'ouvrir, sinon par déborder. Et je le dis de manière brutale, je le dis de manière anguleuse, parce que cela vous restera alors. Et je vous le dis pour vous gêner, mentalement et moralement. Je pèse mes mots, pour vous gêner, mentalement et moralement. Mais quand vous avez une crédibilité de par votre adhérence à ce type de problème, de par votre connaissance, de par votre dévouement, de par votre mérite, vous pouvez vous en servir à juste titre
de votre passé, aider à sauver à la fois les gens là-bas et un peu plus égoïstement à sauver les vôtres. Monsieur Van Boist. Monsieur le ministre, j'approuve ce que vous dites. Il y a un point. Vous avez commencé votre exposé en parlant qu'il y a un rejet de la culture, civilisation européenne en Asie, mais surtout en Afrique. J'ai l'impression que ce rejet se retrouve encore plus ici chez nous par les gens issus de l'immigration. Comment résoudre les deux problèmes, aller à l'encontre de ce rejet et aider les gens là-bas? Il y a à peu près 5 millions de Congolais qui sont à l'étranger. Je ne sais pas, les chiffres varient ici d'environ 100 000, 150 000, on ne sait pas très bien. À Paris un peu plus, en Angleterre il y en a pas mal, il y en a quand même aussi en Amérique latine, il y en a aux États-Unis, il y en a aux Pays-Bas, je peux couvrir ainsi. C'est vrai, j'en connais quelques-uns de la diaspora congolaise, souvent très militants, souvent diplômés là-bas, quelquefois ici, trouvant ici pour leur famille, pour eux-mêmes, et pour réaliser leur destin et ceux de leur descendance, une possibilité qu'ils n'avaient jamais là-bas. Là, il faut se dire, est-ce eux qui, de manière égoïste, ont choisi ce type de manière de vivre, de survivre et de faire vivre leur famille, d'assurer un destin convenable à leur descendance, ou bien est-ce nous qui n'avons pas prévu à temps qu'ils puissent là-bas également employer leur talent? Je ne réponds pas à la question parce que c'est trop complexe pour répondre. Peut-être que parmi ceux-là, il y a quelquefois un sentiment de gêne, d'avoir étudié aux frais de ceux qui n'ont jamais étudié et de gagner de l'argent grâce à ces études aux frais de ceux qui ne gagneront jamais cet argent. Mais il arrive fort souvent qu'on aide des gens à faire des grandes études alors que peut-être les parents ont peut-être y suffire et qu'on fait ça aux frais des parents dont les enfants ne feront jamais des grandes études. Ce n'est pas seulement au Congo. Monsieur Chorokov, la dernière intervention. Oui. Monsieur le ministre, je voudrais rebondir sur une des réflexions que vous avez faites au sujet de votre rencontre avec M. Mobutu, dans laquelle il considérait que la corruption lui avait été enseignée par les Belges. Si je pense à la colonie que j'ai connue, dans laquelle j'ai commencé j'ai travaillé après 60 comme avocat à Kinshasa, j'ai toujours été frappé par le fait que si on prend les comptes coloniaux, ces comptes étaient quand même équilibrés. Il y avait quand même, malgré tout, cette corruption dont Mobutu prétend qu'ils vont lui enseigner, des hôpitaux qui fonctionnaient, une administration qui fonctionnait, les transports fonctionnaient, l'enseignement fonctionnait. Donc les Belges, les grands corrompus belges, ont pu quand même téléguider l'administration coloniale de façon à ce que les besoins fondamentaux des Congolais à l'époque étaient satisfaits. Peut-être pas parfaitement satisfaits, mais quand même, je veux dire, en grande majorité satisfaits. Ça a été démontré, écrit, nous avons écrit des livres, les témoignages, etc. Par contre, après 1960, lorsque les Belges, peut-être un peu hâtivement, quittent le Congo, je pense surtout sur la pression internationale que les Belges ont quitté le Congo, puisque, comme vous le savez très bien, 14 pays d'Afrique deviennent indépendants en 1960, pas seulement le Congo. C'était difficile pour la Belgique, qui n'avait jamais envoyé de troupes au Congo, comme les Français, les Anglais et autres, d'envoyer des troupes belges. Ils l'ont fait contre la force, ça ne leur a pas porté chance. Par contre, après, le Congo, qui avait quand même les mêmes richesses, elles étaient toujours là, avec l'outil qui était toujours là. Sans les Belges, on commençait à poser des problèmes. Où se situe le problème? Le problème, c'est que les Belges ont disparu et que les Congolais qui n'avaient jamais compris, malheureusement, aller jusqu'au bout de leur éducation, comment fonctionnait le système belge. Le système belge, il est peut-être un peu corrompu. On voit encore en Belgique aujourd'hui des problèmes de corruption, ça on le sait, mais il n'était quand même pas aussi corrompu que ça. Par contre, je veux terminer là-dessus. Après cela, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont intervenus pour aider ce nouvel État. Et là, des sommes fabuleuses ont été allouées au Congo, notamment à Mobutu et à sa famille. Et là, je me pose la question, comment il se fait que les grands patrons des banques mondiales
du Fonds monétaire international ne sont pas parvenus à empêcher la corruption au Congo. De là ma question, la corruption n'est-elle pas, au niveau mondial, n'est-elle pas systémique et voulue à un certain niveau? Vous savez, je me suis mal exprimé, Mobutu voulait ce pays d'autre tête, évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Et que ce qu'il a disait, c'était pour clouer le bec au brave Boswick. C'est évident que ce pays, le système que nous ayons instauré au Congo, par rapport au système qui existe maintenant, c'est le jour et la nuit. Et spécialement dans le domaine dont vous voulez parler, je suis persuadé que l'administration était en ordre, que la corruption était mineure si elle existait en quoi que ce soit, qu'aujourd'hui elle n'est pas en ordre, il n'y a pas d'État et qu'elle est majeure. Alors une question est très pertinente. Nous avons consacré à cette partie d'Afrique que nous aimons beaucoup des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Je pourrais donner le calcul, c'est colossal, avec un recul. Et on pourrait soulever tous les chiffres. Le Congo avait 50 000 tonnes de coton, je crois, en 60, on importe maintenant. Je pourrais citer un tas de chiffres. Il y a aussi la démographie qui a joué. Il y a aussi les guerres intérieures qui ont joué. Il y a beaucoup de choses qui ont joué. Il y a aussi les autres crises de famine, de sous-développement qui ne se sont pas résolues. Il y a beaucoup d'autogènes dans la misère de ce pays, partie d'Afrique, mais il y a, et je le répète, il y a autour de ce pays, autour d'autres pays, une série de rapaces. Et ces rapaces ne sont pas toujours de couleur noire. C'est ça que j'ai voulu dire. Et ce qui est très intéressant de votre part, c'est peut-être d'être un peu déçu par l'automatisme de l'incorruptibilité des grands organes internationaux. J'ai quelquefois mes doutes à ce sujet. Et si vous lisez attentivement ce qu'on dit de certaines personnes à des niveaux où ça ne pourrait pas ni se faire, ni se dire, ni jamais avoir de raison de se faire ou de se dire, on peut se poser des questions. France omnia corrumpit. J'ai appris à l'université, dans mon cours de droit romain, la fraude tue tout. Et malheureusement, elle est extraordinairement fréquente, que ce soit la fraude narcotique pour les mouvements révolutionnaires au Moyen-Orient ou en Amérique latine, que ce soit, je vais être prudent maintenant, la collaboration chimique occidentale pour la création des stupéfiants dans certaines régions de l'Afghanistan, je pourrais continuer comme ça. C'est pas notre administration, c'est pas vous, c'est pas moi, je le sais bien. Mais dans le système, eux savent, eux, ceux qui veulent être corrompus et qui sont corrompus, savent où trouver les moyens de corruption. Et ces moyens-là ne sont pas nécessairement unilatéraux. Et là, de temps en temps, il faut avoir le courage de dire cela. Il faut peut-être avoir le courage d'agir selon cette manière. Sinon, notre propre crédibilité, quand nous voulons faire, pas vous et moi, nous pouvons faire la leçon, mais notre propre crédibilité comme système, qui n'est pas à l'abri de la collaboration de la corruption. Vous savez, vous êtes tous grands assez, et moi je peux mettre des noms et des prénoms sur ce que je dis maintenant. Et je trouve que ça, c'est encore pire que le manipulateur africain, le dictateur en prolongation, le truqueur d'élections électroniques, ou tout ce que vous voulez. Encore pire, ce sont les soudoyeurs d'Occident, les soudoyeurs venant d'autres civilisations, avec à la base nos principes, nos valeurs. Cela, cher monsieur, me scandalise.